Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'une révolution silencieuse, une révolution qui a transformé en profondeur la façon dont les ingénieurs construisent, déploient et font tourner les applications dans le monde entier. Cette révolution, c'est celle des conteneurs logiciels. Et avant la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi les gens comme Google, Netflix, Amazon ou même Spotify ne pourraient tout simplement pas fonctionner sans eux. Ce que vous est proposé donc par l'écran, une agence dédiée à l'accompagnement des jeunes de la musique de la tech. Du coup, restez jusqu'au bout. Les mauvais jours. Bon, tout le monde en a vécu, mais en informatique, il y a une époque particulièrement difficile, une époque où déployer une application était un véritable cauchemar. Donc, avant de comprendre où on en est aujourd'hui, il faut d'abord comprendre d'où on vient. Parce que chaque grande révolution, chaque grande innovation naît d'un problème. Et ce problème, il était énorme. Donc, laissez-moi vous raconter l'histoire depuis le début. Ok, qu'est-ce qu'un serveur? Pour comprendre la révolution des conteneurs, il faut d'abord maîtriser un concept fondamental, le serveur. Regardez l'image. Regardez cette image. Un serveur, dans sa définition la plus simple, c'est un ordinateur dont le rôle est de rendre des services à d'autres ordinateurs. Donc, quand vous regardez une vidéo YouTube par exemple, ou quand vous envoyez un email, quand vous consultez votre solde bancaire, derrière chacune de ces actions, il y a un serveur qui travaille pour vous. Donc, le client qui est vous fait une demande, le serveur qui est une machine distante va répondre à cette action-là. Donc, c'est aussi simple que ça. Maintenant, la vraie question, c'est comment est-ce que ces serveurs étaient utilisés avant? Et c'est là que le problème commence. Ok, une application égale à un serveur. Wow. Déjà pendant longtemps, le modèle dominant était le suivant. On avait une application qui ne pouvait être contenue que dans un serveur physique. Donc vous avez une application de gestion de stock, un serveur. Vous avez une application de messagerie interne, un autre serveur. Vous avez un site web, un autre serveur encore. Ça paraît logique de premier abord, mais réfléchissez-y une seconde. Déjà, comment est-ce qu'on estimait le coût à l'avance, la puissance nécessaire pour votre application? C'est presque impossible. Alors les entreprises faisaient ce que tout le monde faisait face à cette incertitude-là. Elles surestimaient largement les besoins. Du coup, les serveurs étaient coûteux, parfois des centaines de milliers de dollars, mais on utilisait 10, 15 voire 20% de la capacité réelle. Puisqu'on faisait payer une application sur un serveur qui pouvait fonctionner avec une application qui en demande moins en termes de ressources. Donc c'était du gaspillage massif, de l'argent, de l'espace, de l'énergie. Il fallait trouver une solution par rapport à ça. Parlons donc de l'arrivée des machines virtuelles. Donc, pour moi, c'est l'une des meilleures solutions qui arrive à ce moment. Elle s'appelait la virtualisation. Et la société qui l'a démocratisée s'appelle VMware, au tournant des années 2000, si je me souviens bien. Donc, VMware a proposé une idée révolutionnaire. Ici, au lieu d'avoir une seule application par serveur physique, on pouvait simuler plusieurs serveurs à l'intérieur d'un seul. Donc, c'est une idée géniale. Et elle a changé le monde de l'informatique à ce moment-là, dans les entreprises. Et ils voient donc comment ça fonctionnait concrètement. Bon, comment donc fonctionner les machines virtuelles? Parce que le principe, vous avez un serveur physique avec son processeur, sa RAM, son stockage. Normalement, une seule application utilise et gaspille une grande partie de ses ressources. Dans le modèle d'avant, parce qu'on avait dit, avec un serveur, on pouvait n'héberger qu'une seule application. Une seule application n'avait pas besoin de toutes les ressources du serveur. Du coup, il y avait de la sous-utilisation. Et maintenant, avec la machine virtuelle, avec la virtualisation, on a installé un logiciel, qu'on appelle l'hyperviseur. C'est quoi le rôle de l'hyperviseur? Donc, c'est comme un chef d'orchestre. Cet hyperviseur va découper les ressources du serveur pour créer plusieurs machines virtuelles qu'on appelle des VM. Et chaque VM se comporte lui-même comme un ordinateur indépendant. Donc chaque VM lui-même est un peu comme en quelque sorte un serveur. Donc c'est un peu comme des serveurs dans un serveur. Chacun de ces VM avait son propre système d'exploitation, ses propres ressources allouées et faisait tourner son application de façon totalement isolée des autres. Donc là où il y avait avant un serveur sous-utilisé, on peut maintenant faire tourner 5, 10, 20 applications sur un même serveur physique. Là, on exploite enfin les capacités réelles de la machine. C'était une révolution. Mais toute révolution, bien sûr, a ses limites. Ok, donc on va parler
des limites des VM. Parce que, aussi brillante que soit une technologie, elle ne résout jamais tous les problèmes. Et les machines virtuelles avaient un défaut fondamental, un défaut lié à leur nature même, si on peut dire ça. Pour comprendre ce défaut, il faut regarder ce que chaque VM embarque avec elle. Ok, voici déjà le problème. Regardez bien ce schéma. Chaque machine virtuelle embarque son propre système d'exploitation complet, je précise. Ça veut dire que si vous avez 10 VM sur un serveur, vous avez 10 copies d'un système d'exploitation qui tourne simultanément. Chacune consomme de la RAM, du processeur, du stockage, même quand l'application de l'héberge ne fait presque rien. Donc imaginez que vous voulez simplement faire tourner une petite application web avec une VM. Vous êtes obligé d'allumer cette VM là qui comporte un système Windows ou Linux complet juste pour ça. Et, et c'est comme démarrer donc, bon, si on regarde si on veut même parler d'analogie, c'est un peu comme si on démarrait un camion de 40 tonnes pour aller chercher une baguette de pain au bout de la rue. Enfin, c'est assez logique. Et ce n'est même pas tout, parce que les VM démarraient lentement. Euh, ils n'étaient même pas portables. C'est-à-dire une VM était créée pour un environnement particulier. Il ne fonctionnait pas forcément ailleurs sans configuration supplémentaire. Il fallait donc aller plus loin. Il fallait quelque chose de plus léger, de plus rapide et de plus agile. C'est donc pour ça qu'on va parler de l'arrivée des conteneurs. Et c'est là que on parle euh, du, donc de l'arrivée de. C'est là où on parle. Autant pour moi, les conteneurs sont ici, à mon sens, l'une des innovations les plus importantes de l'informatique moderne. Pour moi, ils ont rendu possible, non pas pour moi, ils ont rendu possible des architectures qui auraient été impensables il y a 20 ans. Mais qu'est-ce qu'un conteneur donc exactement et essayons de comprendre ce que c'est. Ok. Voilà l'idée brillante derrière les conteneurs. Vous vous souvenez des problèmes avec les VM. Chacune embarquait un OS complet, ce qui les rendait lourds et lents. Voilà. Maintenant, les conteneurs ont une approche radicalement différente. Les conteneurs ont, on va dire ça comment, plutôt que simuler un ordinateur complet avec son propre OS, un conteneur va plutôt partager le système d'exploitation du serveur hôte. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc plutôt que de simuler un ordinateur complet avec son propre OS, comme les VM le faisaient, le conteneur partage le système d'exploitation du serveur hôte. Donc il n'embarque que le strict nécessaire pour faire tourner ton application, ses dépendances et ses bibliothèques. Bref, sa configuration, si on peut dire ça comme ça. Donc regardez bien le schéma. Sur le même serveur, donc sur le même système d'exploitation qui est déjà sur le serveur, on fait tourner un conteneur 1 et un conteneur 2 en parallèle, de façon totalement isolée l'un de l'autre. Tout ce qui partage en commun, c'est le noyau du système hôte. C'est ce qu'on appelle le kernel. Mais chacun vit dans sa propre bulle. Donc, quel est le résultat ici? Les contenus seront légers, idéalement en quelques secondes, voire en millisecondes, et ils fonctionnent de façon identique sur n'importe quelle machine. Votre ordinateur portable, un serveur en production, un code américain ou africain. Bref, le contenu se comportera exactement pareil. Maintenant, parlons de VM versus les contenus. C'est pas parce que les contenus fait ce que je viens de vous montrer que les VM sont inutiles. Chacune de ces deux solutions ont on va dire, ont le cas d'utilisation en fonction du contexte dans lequel ils se retrouvent. Étudions donc la comparaison entre les VM et les contenus à travers une table de comparaison. Ok. Donc, le VM offre une isolation forte parce que chaque VM a son propre OS. Donc, une application ne peut tourner, ne peut du tout interférer avec une autre. Pourtant, les contenus partagent le kernel. Donc, l'isolation est donc légère ici, mais largement suffisante pour la grande majorité des cas. Maintenant, du point de vue des systèmes d'exploitation, on avait dit que chaque VM embarque un OS complet. Donc, les conteneurs, eux, ils n'ont pas besoin d'OS complet. Ils utilisent l'OS qui est déjà présent, mais partagent le même kernel entre les différents conteneurs du serveur hôte. Donc, c'est ça la grande force ici. Au niveau du démarrage, une VM peut prendre plusieurs minutes pour démarrer, pourtant un conteneur démarre en quelques secondes, parfois en millisecondes. Et en production, quand votre trafic explose et que vous devez lancer 50 nouvelles instances en urgence par exemple, cette différence est critique. Ok, d'accord. Maintenant, la taille, une VM pèse souvent plusieurs gigaoctets et un conteneur peut peser quelques mégaoctets seulement. Donc, en résumé, donc, les VM offrent une isolation forte et maximale, parfait pour les environnements très sécurisés, mais les conteneurs offrent une agilité, si on peut dire ça comme ça, une légèreté et de la vitesse, parfait pour le développement moderne.
Ok, les conteneurs existent, on le sait, mais comment les utiliser facilement? Parce que l'on a dit qu'est-ce que c'est un conteneur, il faudrait maintenant les utiliser. Dans le cas des VM, on a parlé de l'installation d'un hyperviseur qui permet de virtualiser la ressource. Dans le cas d'un conteneur, qu'est-ce qu'on utilise pour pouvoir manipuler plus facilement les conteneurs? Ok, mais voilà le nouveau problème. Donc, les conteneurs existent, mais comment les utiliser facilement? Donc, parce qu'en informatique, une technologie brillante ne suffit pas. Comme je l'ai dit tantôt, il faut aussi des outils qui permettent à tout le monde, pas seulement les experts du kernel Linux, mais aussi les développeurs, de l'utiliser de façon simple et efficace et de gérer les conteneurs manuellement. Et parfois, c'est un cauchemar. Donc, regardez le schéma que je vous présente. Un conteneur peut avoir plusieurs états différents au cours de sa vie. Il est d'abord créé, puis il tourne, il est en cours d'exécution, il peut être mis en pause, puis reprendre. Donc, il peut être arrêté, puis redémarrer. Et finalement, il peut être supprimé. Chaque transition entre ces états est une commande différente à taper manuellement. Maintenant, imaginez que vous gérez non pas un, mais 50, voire 500 000 conteneurs en parallèle, comme le font les grandes entreprises. Il est humainement impossible de faire cela manuellement. Il faut un outil intelligent capable de pouvoir gérer le cycle de vie automatiquement. Et c'est cet outil-ci, Docker. Donc cet outil, c'est Docker. Docker, lancé en 2013, a rendu la technologie de conteneurs accessible à tous les informaticiens du monde, particulièrement les développeurs. Avant Docker, avant que Docker n'arrive, les conteneurs existaient mais étaient réservés aux experts de l'administration système. Mais Docker permet aujourd'hui de faire trois choses essentielles. Premièrement, vous pouvez simplement créer des conteneurs à partir des fichiers de configuration appelés Dockerfile. Vous pouvez exécuter vos applications dans des environnements parfaitement isolés, sans toutefois être des experts admin système. Et cela vous garantissez que cela fonctionne sur votre machine et fonctionnera sur d'autres appareils en production. Et troisièmement, déployer vos applications sur n'importe quelle machine dans le monde n'était plus quelque chose de tellement complexe quand Docker était là. Donc vous pouvez le faire facilement sans dépendre de la configuration de la machine cible. C'est pour ça donc que les développeurs ont une expression qu'on dit souvent, it's work on my machine. Ça marche dans ma machine. C'est un peu comme ça qu'ils disaient. Donc ça marche ma machine et ça pourrait marcher sur les machines des autres. Et c'est devenu une blague du passé. Donc avec Docker, si ça marche dans le conteneur, ça marche partout en fait. Bon. Donc on vient de parcourir ici en quelques minutes une histoire qui a pris des décennies à se construire. Des serveurs physiques gaspillés aux machines virtuelles intelligentes jusqu'au conteneur léger et agile. Et enfin, Docker qui a mis tout ça entre les mains des millions de développeurs, sans toutefois dépendre toujours des admin systèmes. Mais nous n'avons fait qu'effleurer la surface parce que dans le prochain épisode de notre série de prise en main de Docker, nous allons maintenant plonger dans le cœur de Docker lui-même, ses origines, son architecture interne et comment l'utiliser concrètement. Si cette vidéo donc vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner et partagez-la autour de vous. Parce que comprendre ces concepts, c'est comprendre les fondations sur lesquelles tourne l'intérêt d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Portez-vous bien.